Bonsoir ou rebonsoir, nous sommes avec Laurent Saïm, spécialiste des États-Unis. Bonsoir Laurent Saïm. Bonsoir Ça Darius. fait longtemps qu'on ne s'était vu. Merci beaucoup d'être là. Marion Pariset, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes du groupe du Réflexion Le Millénaire. Merci beaucoup à vous aussi d'être là. Et puis Ludmila Totieva, ukrainienne à Paris, voix de l'Ukraine. Bonsoir. Bonsoir. Et merci à vous. Dans le rôle de l'oracle ce soir, cette voix qui retentit dans le monde entier, il a 99 ans. Il a été tellement admiré, mais aussi tellement détesté. Henry Kissinger, l'ancien secrétaire d'État américain, l'ancien patron de la diplomatie américaine, l'homme de la réelle politique, qui a fait la guerre et la paix à chaque fois qu'il estimait que c'était au service des intérêts américains. Il a des mots inquiétants sur la suite des événements. Écoutez-le. Nous sommes au bord de la guerre avec la Russie et la Chine sur des problèmes que nous avons en partie contribué à créer, sans aucune idée de comment ces problèmes vont se terminer ou de ce qu'ils sont censés devenir. Henry Kissinger s'exprime aussi, et on le détaillera au sujet de l'Ukraine. Je pensais que la meilleure situation pour l'Ukraine serait d'être comme la Finlande avant que cette dernière ne rompe sa neutralité. Il exprime son désir de rejoindre l'OTAN. Il a changé d'avis, dit-il. Maintenant, en raison de l'opération militaire que la Russie mène en Ukraine, on pense que d'une manière ou d'une autre, formellement ou officieusement, l'Ukraine devrait être traitée comme un membre de l'OTAN. Donc on a là un Kissinger plutôt guerrier et offensif. En revanche, sur les concessions, il dit des choses qui plairont sans doute moins à Ludmila Totieva et aux Ukrainiens, on peut les comprendre. Concernant la possibilité de régler la situation en Ukraine, il déclare que la Russie gardera éventuellement la Crimée et certaines parties de la région du Donbass. Évidemment, ça retentit partout parce que c'est une voix américaine. Petit mot, rappelons pour ceux qui seraient trop jeunes ou un peu oublieux de ce que représente Kissinger encore aujourd'hui. C'est le passage obligé à Washington. C'est-à-dire que quand vous êtes à Washington, vous devez aller voir Henry Kissinger. Tous les présidents l'ont vu. Il a vu 6 présidents. C'est lui qui était le secrétaire d'État de Richard Nixon au moment où il y a la rencontre en 1972, la première fois que Nixon va en Chine. C'est quelqu'un qui a compté dans énormément de conflits, qui est considéré comme le diplomate qu'il faut écouter. Donc c'est pour ça que ce qu'il dit a un retentissement mondial. C'est quelqu'un que tous les chefs d'État, les secrétaires d'État vont consulter pour lui demander mais quel est l'art de la diplomatie ? L'oracle. Comment fait-on en temps de crise ? C'est pas Gandhi, parce que c'est un personnage... Ah non, ça c'est pas Gandhi, ça c'est sûr que Gandhi, c'est... hein. Mais je vais vous faire rire. C'est un personnage extrêmement dur. C'est un personnage qui est arrivé aux États-Unis, qui a émigré, Juif, allemand, ayant quitté allemand. l'Allemagne, il a échappé évidemment à la Shoah. Par cela, certains disent, ça remonte à cela, une forme de réal politique. Il faut servir les États-Unis parce que les États-Unis, bons ou mauvais, ce sont les défenseurs de la démocratie, de leurs intérêts, mais de la démocratie en même temps. C'est vraiment une incarnation de cette réelle politique dans tous les sens du terme. Et c'est intéressant, ce qu'il pointe à ce stade, c'est réellement toute la difficulté de la position américaine. Cette position qui, aujourd'hui, a incité aussi l'Union européenne à monter au créneau en Ukraine, même si l'Union européenne s'était déjà engagée largement, mais qui, à distance, est aussi plutôt partisane d'une approche extrême dans la guerre en Ukraine, qui est de se dire, pour gagner la guerre en Ukraine, il faut réellement mettre à bas la Russie. Et or, on peut se questionner, et c'est ce qu'il fait en tout cas, sur la pertinence de ce choix-là pour l'équilibre des forces internationales. Et on va en parler de l'Ukraine dans un instant, mais aussi de la Chine, parce que ce qu'il dit s'applique à l'Ukraine, mais aussi à la Chine, dans cette forme de guerre mondialisée à laquelle on assiste. Quand même un mot d'abord, Ludmila, ce qu'il dit vous plaît ou vous déplaît ? Déjà, il faut se rappeler ce qu'il a dit pendant le forum de Davos en mai. Il a dit que l'Ukraine devrait céder le territoire à la Russie pour mettre fin à l'invasion. Il a dit aussi, il a appelé et exhorté l'Occident à forcer l'Ukraine d'accepter des négociations avec le statu quo que Poutine a suggéré. Et il a dit que la poursuite des hostilités en Ukraine ne mènera pas pour la liberté de l'Ukraine. Sur tous les points, les Ukrainiens ne sont pas d'accord. Et on a nos raisons pour ne pas être d'accord. Parce que si on cède le territoire à Poutine, ça veut dire qu'on cède sur notre intégrité territoriale et on accepte qu'on peut faire changer les frontières par la force et par la violence dans le XXIe siècle. Deuxième chose, c'est qu'on ne peut pas
accepter un statu quo qu'on a accepté déjà en 2014 et qui a donné des conséquences terribles qui ont fait qu'on a une invasion généralisée maintenant de toute l'Ukraine avec le but de guerre de Poutine qu'il a bien détaillé, la dénazification et démilitarisation de l'Ukraine, qui n'ont pas changé et n'ont pas bougé. Et Zelensky qui a appelé en fait, à dialoguer avec Poutine tout au début, et dialogue a été refusé au plus haut niveau de l'État. C'est ça qui fait vraiment, qui ne fait pas du tout la cohérence dans ce que Kissinger suggérait. On reviendra plus en détail là-dessus, mais les événements du jour accréditent en tout cas une partie de la prophétie de Kissinger sur la thèse d'une guerre, en tout cas, qui se généraliserait. La tension monte au-delà de la seule Ukraine. On le voit en Asie, à Taïwan, après la visite de Nancy Pelosi. Une nouvelle délégation de parlementaires américains, on les voit ici, se rend dans l'île. Programme de 2 jours qui est prévu. Il y a eu la très forte poussée de fièvre, tout le monde s'en souvient. Nancy Pelosi sur place, les manœuvres militaires chinoises. D'abord, un mot sur cette délégation, ce qu'elle représente pour les Américains. Oui, ce sont des élus. Donc, ils ont pris un avion du gouvernement américain. Ce n'est pas des Américains qui, d'un seul coup, se disent « Tiens, on va aller passer quelques jours à Taïwan ». Et notamment, il y a un homme qui est un sénateur qui s'appelle Ed Markey, qui est intéressant parce qu'il est, de mémoire, le vice-président de la Commission des Affaires étrangères au Sénat. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est important dans l'appareil législatif. Il est spécialiste de 2 choses. Il est spécialiste de la zone Pacifique et il est spécialiste de la cybersécurité. Et ça aussi, c'est important parce que les Américains ne cessent de répéter que dans la situation mondiale très sensible dans laquelle le monde se trouve, un jour, il va y avoir une cyberattaque. Donc, cet homme est spécialiste de ça. Moi, je note aussi que dans cette délégation, il y a un autre élu qui s'appelle... Alors, il est élu de la Chambre des représentants, ce n'est pas un sénateur, il s'appelle John Garanedi. Lui, il est spécialiste de la sécurité nucléaire. Et puis, il y en a un autre qui s'appelle Don Bayer. Alors, tout ça, évidemment, pour les Chinois, c'est de la provocation. Ils l'ont dit, ils l'ont rappelé sur ce plateau. Lou Shaye, l'ambassadeur de Chine, qui disait ces délégations d'officiels américains à Taïwan, c'est vraiment agiter le chiffon rouge, si j'ose dire. D'ailleurs, c'est une visite qui, à mon sens, c'est une visite surprise, c'est une visite qui intervient dans un contexte extrêmement sensible où les Chinois n'ont pas arrêté leurs exercices militaires alors qu'ils avaient dit avant la visite de Nancy Pelosi que les exercices militaires devaient durer 5 jours. Pour le moment, les exercices militaires continuent. Autour de Taïwan, on dénombre aujourd'hui 6 bateaux chinois et 22 avions qui sont au large des côtes de Taïwan. Et ça va être certainement interprété par les Chinois comme une provocation. Très assumé par ces Américains, en particulier ces démocrates américains. Écoutez ce que disait à ce sujet Nancy Pelosi. Vous l'aviez approuvé d'ailleurs, et on a vu tout à l'heure que vous vous opposiez à Gérard Haro sur ce sujet-là. Nancy Pelosi qui assume parfaitement sa ligne. Nous avons suivi l'exemple de notre président qui a clairement indiqué que l'une de ses priorités était une initiative forte pour l'Asie-Pacifique, afin d'accroître notre coopération dans ces domaines, sécurité, économie et gouvernance. C'était un voyage remarquable que je suis très fière d'avoir fait. Nous n'y sommes pas allés pour discuter de la Chine, nous y sommes allés pour féliciter Taïwan et témoigner de notre amitié. La Chine ne peut pas isoler Taïwan, c'est de cela qu'il s'agissait. C'est secondaire pour moi, cela n'a aucun rapport. Marion Parisi, un mot sur ces démocrates américains. Souvent dans la vision européenne, on se dit c'est plutôt la gauche, donc ils sont plus pacifistes. En réalité, c'est un peu le contraire. Souvent les démocrates, Hillary Clinton, qui a été assez guerrière, les démocrates ont une poussée assez guerrière. Poussée assez guerrière, d'autant plus que là, ils sont dans la défense vraiment des États-Unis. Et aujourd'hui, Taïwan est un point central pour pouvoir assurer en fait la liberté de navigation et donc la sécurité et les moyens pour les Américains de maîtriser le Pacifique. Or, derrière tout ça, au-delà des questions purement américaines, il y a des questions de politique intérieure, puisque dans quelques mois, on va avoir les midterms. Et en ce moment, le Parti des démocrates est quand même relativement fragilisé. Les messages clés qui ont été passés ces derniers jours, en plus par le président Biden, ont pu être pollués quand même par les enquêtes contre Donald Trump, ce qui a probablement aussi un peu fragilisé sa communication. Là, ils ont intérêt à mobiliser sur ce sujet-là, qui est un sujet qui fait consensus dans la population américaine. Quel est le calcul américain? On revoit les images des manœuvres chinoises. Les Chinois ont bien montré qu'ils étaient prêts à monter, alors jusqu'où personne ne le sait, mais à monter un peu le ton de leur côté. Quel est le calcul américain de dire maintenant, au mois d'août, alors qu'il y a déjà une guerre en Ukraine,
de monter un petit peu la pression sur les Chinois? Alors, c'est un intérêt par rapport à la zone Pacifique, et vous avez totalement raison de le dire. D'abord, il y a une base militaire qui est sur l'île de Guam, qui est extrêmement importante. Il y a des informations comme quoi Joe Biden pourrait annoncer à un moment donné la fermeture de Guantanamo avec le transfert de certains prisonniers, et que l'île de Guam aurait été considérée à un moment donné comme remplacer Guantanamo. Il ne faut pas perdre l'île de Guam. Il y a évidemment les relations avec le Japon, et pour cette administration, la zone Pacifique est une zone essentielle. Et on ne peut pas analyser ce qui se passe par rapport à Taïwan sans comprendre ce que les conseillers de Joe Biden ont. Le Pacifique, c'est d'une certaine manière plus important que l'Europe. C'est peut-être choquant de dire ça, mais c'est vraiment ce qu'ils pensent. L'Europe, le conflit doit être géolocalisé, on envoie des armes et on fait attention, mais la zone Pacifique, de par aussi une émigration asiatique qui est importante aux États-Unis, ça doit rester très important pour nous. Comment cela est-il ressenti en Chine? Vous êtes avec nous, Pierre Picard, vous êtes docteur en géopolitique, spécialiste de la Chine. Bonsoir. Bonsoir. Comment est-ce que les Chinois ressentent ce nouveau voyage? Je ne suis pas en Chine, donc de France, j'observe les événements. Mais ce qui est certain, c'est qu'au regard de cette visite qui est annoncée, on a la visite de Mme Pelosi qui, en fait, n'était pas due au hasard. C'est-à-dire qu'on a une espèce de progression, je dirais, dans une tentative de mettre en colère la Chine, puisque, rappelons-le, Taïwan est un ancien territoire et est un territoire, pour moi en tout cas, chinois, et avec la reconnaissance de la Chine de son propre statut, je dirais, législatif, réglementaire, etc. Donc là, pourquoi nos alliés américains décident-ils d'aller finalement à quelques kilomètres de Taïwan, dont l'ex-gouvernement avait d'excellentes relations avec le gouvernement central? Eh bien, on peut imaginer que si il y avait des propositions, notamment d'armement de Taïwan, ce serait une crise majeure. Alors, on voit bien que c'est un peu plus même dangereux pour nous-mêmes et pour la planète que le conflit en Ukraine, puisque là, effectivement, la Chine serait obligée de réagir si elle se sentait attaquée sur ce qu'elle appelle son territoire. Pierre Picard, merci. Écoutons ce que l'ambassadeur de Chine, Lu Shai, disait sur ce plateau même sur ce qu'il estimait être des provocations américaines. Je pense qu'une dame de 80 ans ne doit pas être aussi capricieuse qu'un enfant de 8 ans. Vous estimez que c'est un caprice? Caprice, oui. Parce que je pense qu'elle s'obstine à effectuer cette visite, quitte à sacrifier les relations bilatérales sino-américaines, à mettre en péril la vie de 23 millions d'habitants de Taïwan, de mettre à mal la paix et la stabilité de la région d'Asie-Pacifique, au seul profit de son intérêt politicien égoïste. Voilà, il ne s'agit pas de renvoyer dos à dos, on a une grande démocratie et une grande dictature, mais du point de vue simplement du rapport des puissances objectifs, est-ce qu'effectivement il y a une forme de provocation américaine? Il y a une provocation américaine, mais pour moi elle est stratégique. C'est-à-dire que, bon, il faut rappeler qu'aujourd'hui dans le Pacifique, il transite déjà plus de 50% des échanges économiques internationaux. D'où le fait que c'est une priorité pour les Américains. C'est aussi un cadre stratégique parce qu'il y a beaucoup de produits, de microprocesseurs, notamment Taïwan est central là-dedans. Mais pour les Américains, le fait de provoquer la Chine, c'est aussi un moyen de faire sortir la Chine de sa stratégie habituelle, qui est une stratégie de guerre hybride qui passe sous les radars et qui est très insidieuse parce qu'elle lui permet de gagner de l'influence dans un certain nombre de pays en agissant de manière suffisamment souple pour que ça n'entraîne pas de réaction, ça ne puisse pas entraîner de la part des politiques, notamment un seuil d'agression suffisant pour entraîner des réactions. Vous voulez dire, pardon, pour reprendre un vieux vocabulaire du XVIIe siècle, on disait qu'il y avait la guerre couverte. Les Américains poussent pour avoir une guerre un peu plus ouverte. Je pense qu'ils poussent dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que ça leur permettrait
permettra aussi de mobiliser leurs partenaires sur ce sujet-là et de ne pas être les seuls à s'engager face à la Chine dans cette région. Alors, moi, je ne suis pas forcément d'accord avec vous. Je vais me permettre d'intervenir. D'abord, il y a une dimension personnelle dans le voyage de Nancy Pelosi, qui, à 82 ans, s'est toujours engagée sur une politique des droits de l'homme contre la Chine, qui ensuite a été physiquement à Tiananmen. Et donc, ce voyage qui devait avoir lieu en avril a été reporté et elle tenait absolument à y aller. Je pense que la délégation, maintenant, c'est aussi une manière de la renforcer politiquement parce qu'elle a été très critiquée, même à l'intérieur du Parti démocrate, pour aller dans un moment sensible pour le monde à Taïwan. Je ne pense pas que les États-Unis veuillent la guerre. Je pense simplement que les États-Unis, ils se disent, et notamment ce Parti démocrate, nous sommes américains, nous faisons ce que nous voulons, et pour le moment, Taïwan, ce n'est pas la Chine. Et le malaise vient de là. Justement sur ça, je pense que ce qui se passe à Taïwan, si ce n'était pas pour la guerre en Ukraine, de l'invasion, je dirais, de la Russie, de l'Ukraine par la Russie, cette question ne serait pas posée maintenant. Je pense que ce qui est important dans ce geste de Nancy Pelosi qui s'est déplacée à Taïwan, c'est justement de s'affermir en tant qu'un pays qui soutient la démocratie ou les aspirations démocratiques de Taïwan, dans le contexte où les pays se sentent de plus en plus menacés, ces pays démocratiques qui regardent ce qui se passe en Ukraine et se disent est-ce que finalement c'est la force qui va gagner? Est-ce qu'on aura des alliés qui sont viables, qui vont pas nous lâcher? Et je pense que c'est un geste peut-être symbolique qui est très important, qui renvoie un message quand même important pour les pays autocrates comme la Chine, la Turquie et les autres. Est-ce qu'il y a une occasion américaine, l'occasion fait le larron, une occasion de se dire il faut maintenant en découdre avec la Chine, parce que si c'est pas maintenant, ce sera encore plus dur après. J'aimerais revoir un graphique qui est tellement saisissant, c'est le nombre de pays pour qui la Chine ou les États-Unis précédemment sont le partenaire principal. On peut même faire tourner 2 fois la vidéo parce qu'elle est absolument spectaculaire. Dans l'ancien monde, si j'ose dire, dans les années 80, tout était bleu. Le principal partenaire commercial de la plupart des économies, c'était les États-Unis. Et petit à petit, ça devient la Chine. C'est le monde rouge, et notamment l'Asie, toute l'Asie, mais une grande partie de l'Afrique également. Est-ce qu'un Américain, en voyant ça, ne se dit pas « Ah oui, il faut maintenant, comme vous le disiez, aller plus fort dans l'affrontement ». C'est ce qui est décrit par Graham Allison dans Le piège de Thucydide. C'est une puissance installée qui est menacée par une puissance émergente. Typiquement, c'est vraiment ça. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est aussi de regarder par rapport à la situation actuelle politique et économique de la Chine. Parce que mine de rien, la Chine a été grandement déstabilisée par la crise du Covid. Sur le plan sanitaire déjà, sur le plan économique, parce que ça l'a impacté. La politique de zéro Covid l'a forcé à avoir des politiques extrêmement rudes pour son économie. Mais sur le plan politique également, puisqu'elle a dû se battre contre un narratif que les États-Unis ont tenté d'imposer. Et aujourd'hui, malgré tout, en fait, la Chine reste sur cette position de zéro Covid qui continue à être un peu difficile à manœuvrer pour elle. Et les États-Unis, dans cette position-là, ont tout intérêt à essayer de pousser plus loin leur avantage parce qu'en effet, la dynamique globale est plutôt favorable à la Chine. Si on reste un instant à ce graphique, parce qu'il est tellement saisissant, est-ce qu'on assiste à un basculement d'empire? On ne se rend pas compte à quel point en réalité on a changé d'air, et ça explique beaucoup dans l'opportunisme peut-être des uns et des autres, où c'est une guerre commerciale ici, mondiale, qui se livre avec 2 grands empires qui ont des intérêts. Tout à fait. Une guerre d'empire. Et les Chinois, d'ailleurs, leur stratégie passe d'abord par l'économique. C'est toujours leur point d'entrée dans n'importe quel pays. Ils travaillent d'abord sur les alliances économiques, sur l'implantation, avant de travailler sur le politique et de pouvoir gagner en influence. Et c'est une stratégie qui se déploie aussi dans les organisations internationales. Donc, on a la Chine qui est de plus en plus présente dans des postes importants dans les organisations internationales pour pouvoir Est-ce qu'il y a une volonté américaine de casser les reins de la Chine? Il l'avait dit pour l'Union soviétique de manière tout à fait ouverte. Les Américains disaient on va faire monter on va faire baisser le prix du pétrole, ça va enlever des moyens, on va monter la course aux armements, ça va casser l'Union soviétique, et ils avaient en partie réussi, ils ont réussi. Est-ce qu'il y a cette même idée face à la Chine, on veut casser les reins de la Chine? Oui, depuis le pivot pacifique de Barack Obama, le pivot qui a fait qu'aujourd'hui les Américains sont plus tournés vers le Pacifique que vers l'Europe. L'Ukraine, c'est presque une forme d'anomalie dans leur
leur stratégie, mais qui n'est pas anodine parce qu'à travers l'Ukraine, ils essayent de fragiliser les alliés de la Chine également. En fragilisant la Russie, ils fragilisent le plus gros pays qui est potentiellement une source de résilience pour l'économie chinoise. Oui, je suis d'accord. Je pense qu'on a complètement sous-estimé depuis 10 ans dans toutes les diplomaties européennes l'importance de l'Asie pour les Américains. Et vous avez totalement raison de le rappeler, c'était ce que l'administration Obama disait. Il faut aller en Asie pour lutter contre la Chine, utiliser les armes démocratiques. Et il ne cessait de répéter, l'Europe, c'est la vieille Europe. On n'y arrivera pas. Et encore une fois, je rappelle que cette administration, ce sont les numéros 3 de Barack Obama qui aujourd'hui sont numéro 2, qui ont toujours cette vision. Le voyage d'Anthony Blinken il y a quelques semaines avec la rencontre en Asie avec les ministres des Affaires étrangères de la zone Asie n'a cessé de renforcer ça. Il parle aux Asiatiques et le conflit en Ukraine doit être géolocalisé. C'est un problème européen. Les Américains sont là pour envoyer des armes, faire soutenir l'Ukraine le mieux possible, faire en sorte que ce conflit n'éclate pas en dehors de la frontière ukrainienne et en même temps véritablement se concentrer sur la zone asiatique. Parlons-en justement de la vieille Europe, parce que ce grand bras de fer mondial, cette guerre d'influence, elle se livre jusqu'au cœur de l'Europe et même de l'Union européenne au sens strict, avec ce solo hongrois, cette partie solitaire de la Hongrie qui défie un peu plus encore l'Union européenne, dont elle est membre, en se rapprochant de Moscou. Il faut rappeler ces images et cette nouvelle du jour. Viktor Orban marque encore plus sa proximité avec Moscou. Il confirme une lune de miel à la barbe de Bruxelles. La Russie va lui livrer encore plus de gaz naturel que prévu dans les contrats. Ça paraît complètement incroyable, le défi à l'Union européenne. Vous avez raison, c'est un défi, c'est un vrai test pour les 27 membres de l'Union européenne, parce que Orban, d'une certaine manière, fait complètement dissociation. Et en même temps, il l'a annoncé il y a 15 jours quand il a été aux États-Unis. Il a parlé à la conférence qui s'appelle CPAC, l'université d'été des conservateurs et même des Trumpistes. Orban était invité d'honneur, il a fait un discours et c'était d'une certaine manière un discours autoritaire qui se rapprochait de Poutine et qui était très loin des aspirations européennes. Le gaz d'abord, Ludmila Tokieva, cette image incroyable où un membre de l'Union européenne, un des 27, va à Moscou et disant mais nous il n'y a pas de problème, on s'entend très bien avec vous les Russes, donnez-nous du gaz. Et aujourd'hui, la réponse des Russes qui dit mais tout à fait, on va vous donner encore plus de gaz que vous n'en vouliez. Ça paraît un défi à l'Union qui est évidemment pour vous très frappant. Très frappant parce qu'il y a certainement ce jeu de Poutine sur l'unité de l'Europe. Et Viktor Orban est un des chevaux de Troie qu'il cache en fait à dans l'Union européenne même, justement par rapport à des questions par exemple, sur l'immigration, on voit les propos de Viktor Orban qui sont très, très choquants d'entendre ça dans dirigeant d'un pays européen, donc qui est dans l'Union européenne. On peut rappeler ces propos, puisque vous les évoquez, qui rappellent qu'il y a un lien entre eux qui n'est pas seulement d'intérêt, etc., mais qui est idéologique. Ces déclarations de Viktor Orban qui disait on bouge, on travaille ailleurs, on se mélange au sein de l'Europe, mais nous, les Hongrois, on ne veut pas être un pays de race mixte ou un groupe multiethnique. Et ça joue énormément sur ce que Poutine il dit à propos de l'Europe, que l'Europe c'est devenu un peu n'importe quoi, ils acceptent tout, ils n'ont pas plus de blanc, il joue sur tout ce qui est aussi avancé, comme les arguments contre l'Europe qui est décadente et perçue comme telle dans les yeux des Russes. Et ce qui est intéressant sur le gaz, c'est qu'au final, ce qui négocie, c'est les 2,6 millions de mètres cubes de gaz supplémentaires que la Hongrie va vouloir négocier avec Poutine. Et ça, c'est très important pour le régime de Orban qui dit que c'est quand même, ça peut être son économie comme quoi il pourrait pas être sans le gaz, et pour faire tenir son pouvoir, pour faire en sorte que ça marche pendant l'hiver, il va faire tout ce qu'il veut, et surtout ça. Et cependant, Ludmila Tokieva, est-ce que ça n'est pas une manche, en partie, on a rappelé ici tous les manquements de Vladimir Poutine, tous les échecs qu'il a rencontrés, notamment sur le terrain en Ukraine, mais est-ce que ça n'est pas ici plutôt un succès de Vladimir Poutine qui montre qu'il est beaucoup moins isolé que ce qu'on pensait il y a 6 mois, ses rapports avec les Chinois,
ses rapports avec les Hongrois, au sein même de l'Europe, ses rapports avec la Turquie, avec l'Iran, ça fait beaucoup de monde. Il y a 2 dirigeants européens qui soutiennent quand même Poutine. Oui. Et Poutine, au début de la guerre, ne cessait de dire l'Europe ne s'entendra jamais. Et au début de la guerre, on a eu l'impression que l'Europe était complètement unie. Là, dans les faits, vous avez Orban et Erdogan qui jouent un drôle de jeu, qui sont quand même au sein de l'europe. Et l'Europe... Enfin, Erdogan, pas tout à fait au sein. Oui, mais enfin, en tout cas... c'est pas au sein de l'Union européenne, non, mais bon, en tout cas, c'est quelque chose qui, en ce moment, montre une petite division. Oui, je voudrais juste dire que c'est certainement une image qu'il utilise auprès de sa population russe, je veux dire Vladimir Poutine, pour montrer que, au final, à la fin, c'est pas l'Europe qui nous rejette. Il y a quand même des dirigeants sensibles qui comprennent toute la valeur que la Russie elle peut apporter pour l'économie ou le niveau social de leur pays. Effectivement, ils jouent sur ça et il y a inévitablement l'alliance qui est en train de se créer entre les pays qui sont pas du tout adhérents à des valeurs démocratiques et les pays démocratiques qui sont testés par rapport à leur durabilité face à une opposition de telle envergure qui se passe en Ukraine. Marion Parizet, Poutine bien moins isolé que ce que pouvaient espérer ses ennemis? Tout à fait. Alors déjà, sur le plan de l'Union européenne et de son unité, ça montre bien qu'au-delà des questions déjà économiques qui montraient les différences des intérêts au sein de l'Union européenne et qui étaient compliquées lorsqu'il s'agissait d'avoir un accord sur les approvisionnements en gaz russe, par exemple, on a aussi des dissensions idéologiques. Mais au-delà de ça, on assiste véritablement à un rééquilibrage, à une révision des équilibres géopolitiques, notamment au Moyen-Orient, et on en parle assez peu, mais il y a un mois, Vladimir Poutine est allé en Iran, alors qu'on l'oublie, mais l'Iran est encore en train de développer son programme nucléaire et les questions sont totalement à l'arrêt depuis que Donald Trump a mis l'arrêt au JCPOA. Donc on a aujourd'hui entre l'Iran, la Turquie, les départs d'Afghanistan des Américains, une zone qui est une boîte noire où se recréent des équilibres géopolitiques dont l'Occident est totalement exclu. Vous imaginez le monde dans lequel on est quand même, parce que demain, on va célébrer le premier anniversaire du retrait américain d'Afghanistan. Il y a 1 an, on a tous en mémoire comment ce retrait s'est passé. En 1 an, regardez tout ce qui s'est passé. On a complètement changé d'univers. On n'est plus dans une seule crise, on est dans une crise globale. Et c'est pour ça, c'est d'autant plus important les réponses que l'Occident apporte pour ces crises qui ne cessent pas de nous arriver. Parce que, justement, en revenant sur Taïwan, c'est là où on regarde quelle sera la réponse et jusqu'où on laisse aller les pays comme la Chine ou la Russie. Quelle peut être la suite du jeu de Vladimir Poutine? On va recevoir sur ce plateau Alexandre Melnik, il est professeur